Alors, donc on va parler de pauvreté et de cardiopathie congénitale. Et pour ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle vraiment, surtout lorsqu'on parle de niveau social et économique et de pauvreté, il faut vraiment penser validité externe des études et référentiel. Pourquoi ? Parce que tout le monde est d'accord que ça, c'est de la pauvreté à l'échelle mondiale, mais également au sein de nos pays, ça, c'est de la pauvreté. Et il y a également la pauvreté avec l'isolement. Le dernier rapport montre que 40% des foyers qui sont en dessous du niveau de pauvreté correspondent en fait à des familles monoparentales. Mais il y a également de la pauvreté chez des travailleurs et chez des familles au sein de différents pays dits riches. Et donc en France, la pauvreté, c'est 11 millions de Français, donc définis avec un seuil de revenus inférieur à 60% du revenu médian. Et c'est 3 millions d'enfants, donc près d'un enfant sur 5 en France, qui vit dans une famille pauvre. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur cette notion de validité externe ? C'est qu'on peut faire rapidement des raccourcis et éventuellement se tromper. Lorsque l'on regarde par exemple le classement de mortalité selon les pays, selon le niveau social et économique des pays, lorsque l'on regarde nos pays à nous, donc les pays considérés comme riches, eh bien on voit que la mortalité par malformation cardiaque, c'est le 2e ou le 4e rang de mortalité. Alors que dans les pays dits pauvres, eh bien il s'agit du 7e ou 8e rang de mortalité. Est-ce que cela veut dire qu'il vaut mieux naître avec une malformation cardiaque au sein d'un pays dit pauvre ? Bien évidemment, c'est grossier, c'est non. Parce qu'au sein des pays pauvres, il y a d'autres problématiques qui devancent tout ça, notamment les infections et la déshydratation néonatale. Et donc, on arrive à cette carte qui est ajustée et qui correspond beaucoup plus à ce que l'on pense, avec cette fameuse limite nord-sud où l'on voit les pays du sud en rouge avec le plus haut taux de mortalité pour les cardiopathies congénitales et les pays du nord en vert et en bleu avec le plus faible taux de mortalité pour les cardiopathies congénitales. Voici donc le plan que je vais utiliser pour présenter donc pauvreté et malformation cardiaque. On va d'abord voir quelques outcomes concernant le fœtus, puis les enfants, et puis on abordera brièvement les outcomes de l'adulte. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que lorsque l'on est pauvre, on accède de la même manière au diagnostic anténatal et on peut avoir donc le dépistage de tout type de malformation cardiaque. La réponse de cette étude nord-américaine est non, notamment pour une type de malformation cardiaque qui est la transposition des gros vaisseaux. Par exemple, lorsque vous habitez dans un milieu rural, vous avez 25% de chance ou de malchance de ne pas être dépisté de l'enfant qui a donc une transposition des gros vaisseaux. De la même manière, lorsque vous appartenez au plus faible décile du niveau social et économique, eh bien, c'est à peu près du même ordre. Il y a entre 20 et 30% de ratés pour le diagnostic des transpositions des gros vaisseaux, en tout cas au niveau des centres américains, non démontrés au niveau des centres canadiens. Donc il faut se remettre dans cette notion de validité externe d'études, parce que là, on est sur les États-Unis avec un système de santé particulier. Et si on se pose cette question au sein de la France, avec une couverture médicale universelle, où a priori tout le monde peut bénéficier des soins, eh bien on voit que ce n'est pas les mêmes conclusions. Par exemple, lorsqu'on voit cette étude, donc il s'agit des données de l'étude EpiCard, publiée en 2016. Donc EpiCard, il s'agit donc de 3 ans d'inclusion d'enfants au niveau de Paris et de la Petite Couronne, qui ont inclus à peu près un peu moins de 3000 grossesses. Et puis on voit qu'en fait la probabilité de diagnostic prénatal, elle n'est ni associée à la profession maternelle, ni à l'origine géographique de la mère, ni au lieu de résidence, qui sont des marqueurs forts de l'INCOM. Mais si on part un petit peu plus loin, il faut quand même se poser la question de la validité externe d'EpiCard. Est-ce que la validité externe d'EpiCard peut être transposée à l'ensemble du territoire national ? Lorsqu'on regarde les dernières données de Santé publique France, ici on voit le taux de grossesse qui a été bien suivi, c'est-à-dire les femmes qui ont eu 3 grossesses, et notamment la grossesse et le dépistage morpho au 2e trimestre. On voit que la proportion au sein des territoires métropolitains, c'est à peu près 80% en 2019. Pour les départements et régions d'outre-mer, c'est seulement 60%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que EpiCard a été fait dans des conditions quasi parfaites, avec près de 100% de grossesse bien suivie.
Donc globalement, on n'arrive pas à montrer d'effets significatifs au sein des picardes, mais peut-être que si on est dans d'autres régions avec un suivi et des dépisteurs avec un maillage qui est moins serré, peut-être que l'on arrivera à montrer ce genre de choses. Maintenant, si on se pose la question de l'incidence et de la prévalence des cardiopathies congénitales, est-ce que lorsque l'on est pauvre, eh bien, les femmes sont plus enceintes d'enfants avec une malformation cardiaque? Et ici, il s'agit d'une étude en population californienne, et donc qui a essayé d'évaluer sur un bassin de population de 2,4 millions de personnes. Et donc la réponse est oui. Lorsque vous êtes issu d'un faible niveau social et économique, votre surrisque, il est de 30% d'être enceinte d'un enfant avec une malformation cardiaque. Et ils se sont également posé la question par rapport aux facteurs environnementaux, et on enchaîne bien avec la présentation de Léa, c'est lorsque vous habitez à proximité d'un environnement défavorable, est-ce que votre surrisque également, à l'échelle populationnelle, une fois qu'on a fait toutes ces hypothèses mécanistiques, physiologiques, génétiques, est-ce qu'on arrive à le voir, cette taille d'effet sur l'échelle populationnelle? Et la réponse est également oui, avec un surrisque à peu près de 20%. Et donc, à travers ces observations-là, ils se sont dit une chose, ils se sont dit peut-être qu'en fait, lorsqu'on cumule la pauvreté, le mode de vie, les facteurs environnementaux défavorables, peut-être que tout ça va aboutir à des grossesses pathologiques. Et donc ces grossesses pathologiques qui, comme on le sait, vont donner plus d'enfants avec des malformations cardiaques. Et la réponse était un peu décevante parce que seulement 13% de la variance expliquée passait en fait par ces grossesses pathologiques et que tout le reste de l'effet est encore non démontré et en tout cas fortement lié au faible niveau social et économique. Et ce qui était également très intéressant dans cette étude, c'était qu'il y avait un effet cumulatif. Lorsque vous êtes pauvre et que vous vivez dans un milieu environnemental défavorisé, eh bien, il y a un effet cumulatif pour aboutir jusqu'à 50% de surrisque pour les grossesses avec une malformation cardiaque sévère. Donc vous voyez, il y a l'effet cumulatif qui nous permet de faire un pas en plus entre association et causalité. Pardon. Passons maintenant donc à différents outcomes, donc les outcomes chez les enfants. La première question, c'est est-ce qu'on meurt plus lorsque l'on est pauvre? Eh bien, la réponse, en tout cas aux États-Unis, c'est oui. Lorsque vous avez un enfant qui a une malformation cardiaque sévère aux États-Unis, cette étude en population, donc 4 études en population, Arizona, New Jersey, New York et Texas, a démontré qu'en effet, plus vous avez de marqueurs de vulnérabilité sociale, plus l'enfant que vous avez a de chances et de risques de mourir, avec un surrisque qui est estimé à peu près à 50%. Et ce qui était assez intéressant au niveau de cette étude, c'est que le groupe de personnes les plus vulnérables, que l'on pouvait considérer comme les plus vulnérables, qui étaient les personnes sans emploi, et en fait qui bénéficiaient de l'aide minimale d'État, donc le Medicaid aux États-Unis, n'était pas un groupe qui était ressorti à risque. Donc deux hypothèses, soit cette aide de l'État a permis à ne pas impacter, en fait, ne pas être discriminant par rapport à cet outcome-là, soit en fait il s'agit de personnes qui sont tellement pauvres qu'ils passent complètement en dessous des scopes. Et donc, si on change de validité externe et qu'on se passe un petit peu à notre niveau à nous, on peut se demander, nous, en fait, il y a une sécurité sociale, il y a l'assurance maladie, est-ce que chez nous, on pourrait avoir les mêmes conclusions? Bon, il n'existe pas d'étude française, mais il existe une étude canadienne. Et donc, l'étude canadienne a fait à peu près donc, la même étude que l'étude américaine, n'a pas réussi à démontrer de surmortalité chez les cardiopathies congénitales sévères. Néanmoins, elle a montré une surmortalité chez les cardiopathies congénitales considérées comme modérées selon la classification de Bethesda. Et ce qu'elle a montré, c'était qu'il y avait un surrisque de mortalité de l'ordre de 75% lorsque vous cumuliez pauvres, donc faisant partie d'un faible niveau social et économique, et habitant loin d'un centre de référence. Et pour eux, ce qu'ils définissaient comme loin, c'était plus de 300 km. Donc, une autre vision, on regarde un peu de l'autre sens, ça c'est une étude de l'assurance maladie américaine qui se posait la question, est-ce que en fait il y a un effet un peu pervers entre guillemets et les centres qui ont le moins de mortalité en fait vont sélectionner leurs patients et ne pas prendre en charge les familles pauvres, et les centres qui ont le plus de mortalité, donc à savoir est-ce que c'est des centres qui ont moins d'expérience ou c'est juste comme ça,
vont avoir plus de patients pauvres. Et ça a été en fait le constat de cette étude. Comme vous le voyez donc en rouge ici, donc il s'agit des centres avec la plus faible niveau de mortalité, qui ont en fait la proportion de patients avec cette assurance maladie universelle américaine Medicaid la moins importante. Et donc il y en a de nombreuses des études comme celle-là qui montrent que la pauvreté est associée par exemple à un niveau de mortalité interstage pour les programmes de fonds plus importantes, des durées d'hospitalisation beaucoup plus importantes et des taux de réadmission beaucoup plus importants. Une fois qu'on a parlé de mortalité, comme vous le savez, il faut parler de morbidité, et le principal morbidité chez ces enfants-là correspond aux atteintes neurodéveloppementales. Et donc lorsque l'on a un enfant pauvre et qu'on sait que les cardiopathies congénitales vont être un facteur de risque important d'atteinte neurodéveloppementale, est-ce que lorsqu'on a une peine supplémentaire de ne pas avoir les moyens financiers et peut-être éducatifs, est-ce que notre enfant va être encore plus pénalisé? Et donc cette étude canadienne parle d'elle-même, ce graphique, montrant ici donc le niveau social et économique entre 0 et 12. Si vous avez 12, vous avez un très haut niveau social et économique, et ici, le QI moyen des enfants. Et donc plus vous avez un haut niveau social et économique, plus les enfants ont un QI qui se rapproche de la moyenne normée de la population. Et donc, lorsque l'on regarde et qu'on change de validité externe, eh bien, c'est à peu près le même constat que l'on fait avec l'étude EPICARD. Donc l'étude EPICARD où on a évalué les atteintes neurodéveloppementales à l'âge de 8 ans, des enfants donc parisiens et première couronne, eh bien qu'est-ce que l'on voit? On voit que lorsque la maman a un très haut niveau d'éducation, eh bien en moyenne c'est entre -9 et -13 points de QI, donc ce qui correspond à près d'une déviation standard, ce qui est énorme. Et puis il y a d'autres marqueurs, comme le langage parlé à la maison, si vous ne parlez pas le français à la maison, ou l'origine maternelle. Si l'origine maternelle est nord-africaine ou subsaharienne, eh bien on voit qu'en moyenne, c'est entre -7 et -9 points de QI. Mais ce qui est très important lorsqu'on regarde ces données, c'est vraiment de faire la différence entre association et causalité. D'accord ? Parce que ces covariables-là peuvent cacher certains phénomènes derrière. Et c'est ce qu'a très bien montré cette étude-là. Donc, il s'agit d'une étude américaine qui essayait de faire un modèle explicatif et qui essayait de voir chez les populations vulnérables, donc qu'ils considèrent comme les Afro-Américains et aux États-Unis, ils ont essayé de voir si la race avait un impact en fait sur les atteintes neurodéveloppementales. Et donc leur premier modèle incluait beaucoup de variables chirurgicales, le type de réparation uni, biventriculaire, et notamment la race. Et donc ce modèle-là n'expliquait seulement que 1,6% des observations et de l'atteinte neurodéveloppementale, ce qui correspond à rien du tout. Et puis à partir du moment où ils incluaient l'income, donc les gains de la famille au sein de ce modèle, eh bien 70% du modèle était expliqué. Et c'est encore plus flagrant lorsqu'on regarde des sous-items comme par exemple la lecture, où on passe de 3% du modèle expliqué à 91% du modèle expliqué lorsque l'on met les gains de la famille. Donc ce qui compte en tout cas pour le neurodéveloppement, c'est probablement donc le niveau d'éducation, mais beaucoup l'argent. Et donc je me suis posé la question, toujours dans cette logique de validité externe, est-ce qu'en France, où on est censé avoir donc accès aux soins à peu près de la même manière, et étant donné que donc, ces familles-là vont avoir besoin, et ces enfants vont avoir besoin de rééducation neurodéveloppementale, est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité sociale et économique qui pourraient rentrer en jeu? Donc j'ai regardé, au sein de l'étude EPICARD, donc c'est des datas qu'on n'a pas encore publiées, différentes covariables, donc le niveau d'éducation maternelle, l'origine maternelle et la profession maternelle qui est un proxy en fait de l'income. Et donc pour tout ce qui est rééducation hospitalière, pour lesquels vous n'avez pas de frais à avancer, eh bien vous voyez en fait tout est non significatif. Quelle que soit la covariable, il n'y a rien d'associé. Lorsque l'on commence à regarder les rééducations qui se font partiellement en ville, donc avec des frais potentiellement avancés, même si vous vous êtes remboursé par la suite, eh bien on voit que le niveau d'éducation ou l'origine, à partir du moment où vous parlez avec ces familles, que vous leur dites bon, bah, votre enfant il doit avoir une prise en charge, bah, globalement, quel que soit leur niveau de compréhension, ils ont compris le message et ils vont le faire. Mais il va y avoir quand même une barrière, et cette barrière-là est un proxy quand même de l'income. Vous voyez, lorsque vous avez une profession de cadre, ben vous allez consulter 2,5 fois plus pour une cardiopathie congénitale de sévérité équivalente. Et lorsque l'on passe
à une prise en charge uniquement privée, par exemple une prise en charge par une psychomotricienne, un neuropsy, etc. en ville, et on sait que ces professionnels, on en a besoin, eh bien vous voyez l'odds ratio à combien il passe à 8, donc ce qui est complètement énorme. Et puis bien évidemment, il n'y a pas de miracle, hein. Lorsqu'on est né dans une famille pauvre, eh bien, on ne va pas devenir riche du jour au lendemain, à moins qu'on ait gagné au loto. Comme le montrent ces études-là, lorsque vous êtes né dans une famille, par exemple, d'ouvriers ou d'employés, vous avez 30% de chances en moins d'accéder aux études supérieures. Les derniers rapports de l'OCDE en 2018 concluent à ce qu'en moyenne, il faudrait 5 générations pour que les descendants de familles modestes atteignent le revenu moyen. Et nous, en France, on fait encore un petit peu plus. Eh bien, c'est 6 générations en France pour atteindre le revenu moyen. Donc les enfants qui naissent dans des familles pauvres seront des adultes pauvres. Et donc des adultes pauvres qui, par exemple, pour les phallos, et cette très belle étude de la Mayo Clinic qui a pris l'ensemble des phallos et qui a étudié l'incidence des endocardites, eh bien, par exemple, lorsque vous êtes issu d'un faible niveau social et économique, c'est près de 90% de surrisque de faire une endocardite sur votre voie droite lorsque vous avez un phallo avec 6% de mortalité. Et puis, il y en a à l'appel des outcomes comme ça, beaucoup d'études américaines, peu d'études françaises, qui montrent que le transfert de l'enfant à l'adulte, il y a beaucoup plus d'échecs chez ces personnes-là, un taux de réadmission et de complications beaucoup plus importantes, pour la chirurgie notamment, un décès pour les Gooch également plus important, et puis des atteintes neurodéveloppementales et même psychiatriques beaucoup plus importantes. Voilà.